Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, nous recevons M. Fred Lordino qui nous parlera de différents sujets. On aime bien le recevoir parce que ça nous permet d'avoir l'ordre du jour, des plénières, un certain nombre de choses, d'éléments que vous méritez aussi de connaître et de savoir, parce que vous savez que nous sommes dans une période qui deviendra de plus en plus politique. Bonjour Monsieur Lordino. Bonjour Mano, bonjour à toutes et à tous. Ça va bien? Très bien, merci, ça va. Ça va. Alors, on commencera avec l'ordre du jour de la plénière des 4 et 5 février 2021. C'est jeudi et vendredi, c'est ça? C'est cela, qui sera la première plénière de l'année. Première plénière de l'année. Et donc, est-ce que le budget a été voté? En fait, qu'est-ce qui se prépare? Est-ce que vous avez déjà l'ordre du jour? Est-ce que vous savez déjà les dossiers qui vont être présentés? Excellente question. Nous avons l'ordre du jour, il nous a été adressé la semaine dernière, et nous constatons justement qu'il n'y a pas de débat d'orientation budgétaire, qu'il n'y a pas de vote de budget. La Martinique est peut-être la seule, je vais vérifier, région appartenant à la République française, c'est une collectivité territoriale particulière, mais c'est une région, qui n'a pas voté son budget. Alors que toutes les autres collectivités font un plan de relance. Et là, à la prochaine plénière, on saura peut-être quand on aura le vote du budget, mais avant, il devrait y avoir le débat d'orientation budgétaire. Il y a certainement une stratégie de la part du président du Conseil exécutif qui veut voter le budget, je pense, de l'année 2021 le plus tard possible, tout près d'avril. La date limite, c'est le 15 avril, pour ne pas avoir à fournir aux membres de l'Assemblée des éléments sur la politique qu'il entend mener jusqu'aux élections. Donc, il n'y aura pas de transparence, comme d'habitude, serais-je tenté de dire, mais nous allons tout de même aborder 48 dossiers, dont plusieurs très importants pour l'avenir de la Martinique. Alors, la date butoir, c'est avril. C'est le 15 avril. Jusqu'au 15 avril, les collectivités peuvent voter leur budget, mais avant, il ne faut pas l'oublier, il faut qu'il y ait un débat d'orientation budgétaire qui fournit des indications, notamment sur la trajectoire financière de la collectivité pour les années à venir. Et je pense que c'est là où la majorité actuelle ne veut pas donner d'informations. Alors, vu la manière dont les choses se passent en ce moment lors des plénières, puisque le camp Grand Assemblée pour payer en chance a un petit peu explosé. Si on ne vote pas l'orientation budgétaire, qu'est-ce qui risque de se passer? Parce que si la majorité des élus de l'Assemblée disent qu'ils ne votent pas parce qu'ils ne sont pas contents de ce qui a été prévu. C'est une procédure qui est longue. J'espère que la majorité va réussir quand même à donner son budget parce que, à voter le budget, ça va conférer des pouvoirs à l'État. En fait, c'est l'État, on va dire globalement, mais après une procédure assez complexe qui risque de prendre la main. Mais je veux croire qu'il y aura un minimum de consensus. Bon, nous sommes dans l'opposition, donc on va certainement avoir notre position très claire concernant notamment les dépenses d'investissement, parce que la grosse question, c'est que la majorité actuelle ne veut pas investir. Il y a, selon mes propres estimations aujourd'hui, 200 millions d'euros d'excédents cumulés sur les années 2019 et 2020. C'est-à-dire qu'il y a 200 millions d'euros potentiellement utilisables que la majorité actuelle n'a pas utilisés et a là dans les caisses. C'est un matelas, peut-être que est-ce cela qui sera utilisé pour la campagne électorale. Mais la dernière fois, vous m'expliquiez que les entreprises qui ont travaillé pour la région, à qui ont droit un reliquat, c'est peut-être pas de terme, et qui ne sont pas payés, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un peu de cet argent pour leur donner un peu de souffle? Mais bien sûr, qu'on paye les retards à ces entreprises-là. Sinon, on continuera à avoir des entreprises baisser le rideau. La Martinique traverse, comme beaucoup de pays du monde, une triple crise. Une crise sanitaire, une crise économique et une crise sociale. Les entreprises, des centaines d'entreprises en Martinique, n'ont plus de liquidité. C'est le risque de liquidité aujourd'hui qui est, je dirais, le plus dangereux, parce que vous ne pouvez pas payer vos salariés, vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs, vous ne pouvez pas payer vos charges sociales. Et il y a une stratégie aujourd'hui de la part de la majorité qui consiste à distribuer de l'argent au compte-gouttes et à se constituer des clientèles. Bon, bien sûr,
les entreprises et les bénéficiaires doivent accepter l'argent, mais il faut un plan massif pour reconstituer la trésorerie des entreprises martiniquaises pour relancer la machine économique. Alors l'affaire Seguino, probablement on reviendra peut-être sur le... Pas peut-être. Sur le tapis, sous une autre forme, peut-être, j'en sais rien. Non, et ce n'est pas à l'ordre du jour, mais il y a un dossier qui concerne les dispositifs de récupération d'eau de pluie. Alors je ne sais pas s'il s'agit de dire aux Martiniquais de boire l'eau de pluie parce qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets. Oui. Mais bon, écoutez, c'est que nous, membres de l'opposition, nous allons poser cette question de Seguino. D'ailleurs, à l'heure où je parle, le rapport du commissaire enquêteur doit être rendu et il est consultable par tout citoyen. Et nous ne manquerons pas naturellement de faire état de ce rapport. On verra les conclusions du commissaire enquêteur. Alors le vice-président de l'Assemblée, Yann Monplaisir, il a demandé un entretien à cet enquêteur. Ça a semblé froisser certains. Pourquoi ? C'était pas quelque chose de légal ? Certains membres de la majorité, en particulier, ont beaucoup de difficultés avec le droit. Oui. Il suffit d'aller sur Internet, de chercher l'arrêté, et puis on verra qu'il nomme le commissaire enquêteur et que c'est tout à fait légal. Je crois même que c'est l'article 8. Et vous avez la possibilité de demander à être reçu par le commissaire enquêteur. Mais certains ont voulu faire croire qu'il s'agissait de pression. Non. C'est la transparence, c'est la démocratie, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas la démocratie dans la majorité. D'accord. Donc, Yann Monplaisir a pu le recevoir, ils ont pu échanger, sans évidemment dévoiler quoi que ce soit. Je n'ai pas encore d'informations de la part du premier vice-président Monplaisir, mais certainement, j'espère que, si ça ne s'est pas fait, c'est une entorse à la légalité. Très bien. Alors, en ce moment, depuis une semaine, depuis jeudi, je crois, apparemment, il semblerait qu'on se dirige vers un non-lieu concernant cette histoire d'empoisonnement à la chlordécone. Vous avez probablement entendu parler de ça déjà. Après les enquêtes menées par Serge Letchimy avec la commission Letchimy, après le nombre d'années où cette histoire-là nous empoisonne la vie, le moral, on se dirige vers un non-lieu. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là ? Si c'est le cas, attendons la décision des magistrats parce que la justice est un pouvoir indépendant. Il s'agirait d'un déni de justice après le déni d'État, puisque j'ai rencontré moi-même des cadres de l'administration française dans les années 2000 qui me disaient qu'il ne fallait pas parler de pollution concernant la chlordécone et les produits organochlorés. Mais c'était assez hallucinant et heureusement, il y a eu beaucoup de travaux entre-temps faits, déjà aussi par l'ancien député du Lamentin, Maître Edmond Mariette, il faut le dire. Ensuite, il y a eu un relais pris par le député Letchimy. Il y a eu les travaux faits par les différentes assemblées. Mais ce serait inconcevable que les preuves soient, je dirais... on ne dise pas où voilà, soit dans la nature, je ne sais pas où, et qu'on nous dirait qu'il y aurait prescription. Non, c'est une affaire trop importante. Et au nom de l'apaisement, au nom de l'acceptation, je dirais, de notre histoire partagée entre la France et la Martinique, la vérité doit sortir. La justice doit passer. Donc, comme pour le sang contaminé, comme pour d'autres événements qui ont marqué, hélas, les pollutions, il faut qu'il y ait la justice. Mais pas dans un but de revanche, dans un but de déterminer ceux qui ont commis des infractions pour que cela ne revienne pas, qu'on n'ait pas encore des gens qui soient tentés d'utiliser des produits que l'on sait dangereux et interdits. Alors vous parliez d'apaisement justement, M. Lordino, mais est-ce que cette campagne publicitaire concernant la banane, c'était pas un petit peu mal tombé ? C'est la banane la plus vertueuse, la banane bio, enfin, vous avez vu la campagne. Il faut reconnaître. C'était peut-être pas le moment de sortir ça. Il n'y a pas de moment. Je pense que nous sommes dans un état de droit. Il y a des libertés. Les planteurs de bananes ont le droit de dire ce qu'ils font. Et nous, si on n'est pas d'accord, on utilise d'autres méthodes. Mais il faut reconnaître le travail fait par les planteurs martiniquais pour diminuer les pesticides et les intrants qui font du tort à la nature. Il faut le reconnaître.
Les Martiniquais mangent beaucoup de produits dont ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et je n'entends pas, quand on fait des campagnes publicitaires sur les panneaux pour toutes sortes de produits qu'en tout cas je ne consomme pas et que je ne donne pas non plus à ma famille, on ne dit rien. Donc, les planteurs martiniquais doivent au contraire dire publiquement les efforts qu'ils font pour parvenir à une banane la plus, je dirais, authentique, d'abord une banane martiniquaise, mais aussi une banane produite dans des conditions sociales qui sont, je dirais, valorisantes. Comment sont produites les bananes en Amérique centrale et dans certains pays d'Afrique? Comment c'est produit certains fruits? Je ne vais pas citer de pays de Caraïbes où on prend par exemple des ananas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ou des ignames. Donc, bon, voilà. Mais je n'acceptais pas qu'on stigmatise la production martiniquaise. Parce que si un coup il vient demain matin, Mano, Martiniquais, quand il mange tine tellement, il a dit c'est pas yo. Parce que panique, chlordécone, on dit dentiné. Pas oublier ça. Donc, peut-être que demain matin, si on fermeture des ports et des aéroports, en genre de blackout, on les mangeait, nous sommes obligés de manger banane noire. Comme en 2007 ou en 2009, je crois. Alors, par contre, le préfet a quand même lancé, pas une campagne, lui, il a lancé une information pour publicité mensongère. Bon, moi, j'ai pas vu de prix de banane, j'ai pas vu de... Écoutez, ça c'est l'État qui toujours là est dans une position plus ou moins, je le dis franchement, tortueuse. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le plan chlordécone? À qui on va verser l'argent? Est-ce qu'on peut prendre une partie de cet argent pour baisser le prix de l'eau? J'étais avec le comité citoyen qui m'avait invité du Sud, qui lui a une revendication sur la baisse du prix de l'eau. Eh bien, moi je dis c'est ça là maintenant là. Allons parler de choses très concrètes et plutôt que de partir encore dans des choses qui ne vont rien régler. Soyons pragmatiques, soyons concrets, répondons aux besoins des Martiniquaises et des Martiniquais. Alors, ce dimanche, il y avait grand-messe au Morne-Rouge à l'initiative du maire du Morne-Rouge, Mme Génie Dulis-Petit. Est-ce que vous avez été invité, M. Lordino, à y participer? Et puis, est-ce que vous avez des informations? Grand-messe sans communion, et c'était bien, Mme Petit, et on le sait, elle est très attachée à ses convictions religieuses, et j'espère que ses prières vont faire du bien à la Martinique. Et donc, plus sérieusement, c'est une tentative d'élus martiniquais de tous bords de dialoguer sereinement. Parce qu'il y a un danger, alors qu'il est pour la démocratie en Martinique. Le premier, c'est l'abstention. L'abstention, premier parti de Martinique, 60% d'abstention aux élections. Les Martiniquais, peut-être faut-il qu'ils aillent voter. Deuxièmement, le danger, c'est l'extrémisme politique, la violence. Ceux qui aujourd'hui mettent le feu. Aujourd'hui, j'ai vu dans le journal, dans un canot, dans des champs de canne, dans des autobus, dans un hangar à bananes, il y a une violence extrémiste qui est en train d'émerger et il faut trouver les moyens d'obtenir une plus grande participation citoyenne et plus de démocratie. C'est la démarche qui a été tentée par Génie Dulis. Il y a beaucoup d'élus qui sont venus, je le répète, toutes tendances confondues, et il faudra maintenant faire un travail ensemble pour voir comment on peut aller de manière apaisée aux prochaines élections. Alors justement, parce que ça fait longtemps que vous êtes en politique, conseiller général, conseiller régional et maintenant conseiller territorial. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une nouvelle majorité émerger avec des gens de tous bords politiques, mais une fois l'élection passée, que tout le monde se mette à travailler et pas déjà à penser au coup d'après? Donc, ce que je veux dire par là, on peut très bien être du PI, PIA, du PPM, de tous les partis politiques, mais faire un consensus pour diriger la Martinique, parce qu'on a tellement de retard à rattraper. Si on continue à s'écharper, on n'ira pas bien loin. Pour le consensus, il faut partager un minimum, ce que nous appelons un socle de convergence, c'est-à-dire des projets rassembleurs, comme par exemple la baisse du prix de l'eau et le tarif unique pour l'eau, comme les investissements. Ça, on peut se mettre d'accord entre nous, toutes tendances confondues, parce que Martinique, il est de l'eau potable de qualité pour y boire. Maintenant, il y a deux grandes tendances en Martinique, indépendantistes, autonomistes, qui ont un peu congelé la vie politique pendant les 30 dernières années. Il s'agit maintenant de trouver
le moyen de faire sortir l'électeur de chez lui, faire qu'il aille voter. Donc, il faut proposer une offre politique nouvelle dans le cadre d'un outil démocratique qu'on a, qui est la collectivité territoriale. Parce que c'est un outil de gestion démocratique qui pose pour la première fois dans notre pays la séparation entre l'exécutif et l'Assemblée. Donc, c'est un progrès démocratique. Il nous faut faire le bilan des 5 années passées en matière de gouvernance. Déjà, ça peut nous rassembler et voir comment, par exemple, on peut faire un nouveau protocole autour du fonctionnement de la collectivité à travers le règlement intérieur. Beaucoup de pistes qui vont permettre aux Martiniquais d'avoir des clés en main pour décider des personnes qui vont diriger le pays pour les 6 prochaines années. Alors, au pays, avec Jean-Philippe Nilor et Marcelin Nadeau, ils ont fait leur rentrée politique la semaine dernière. Est-ce que vous avez été étonné de voir le président Lise rejoindre PIA? Pas du tout. C'était un peu dans l'air du temps. Je ne pense pas trahir un secret. Lui-même m'a dit qu'il travaille après de longues années et de bons et loyaux services rendus à la Martinique, qu'il travaille à une relève. Il a choisi, je dirais, une jeune pousse indépendantiste. Eh bien, peut-être qu'ira-t-il jusqu'au bout, mais d'ici juin 2021, beaucoup de choses peuvent se passer. Il y a aussi Mme Kekla qui les a rejoints. Ça vous a étonné, là? Non, parce que justement, apparemment, la députée du Nord, d'après ce que j'ai cru comprendre, est un peu en rupture avec Bruno Nestor Azéo. Voilà, l'ancien député. Qu'elle a remplacé, en voilà. fait. Et j'ai cru comprendre que là aussi, il y a un divorce qui s'est prononcé et il y a sur le plateau là une nouvelle mariée à conquérir. Alors Bruno Nestor Azéo, justement, maire de Sainte-Marie, mais aussi président de Cap-Nord, les communes du nord de la Martinique. Il a dit qu'il n'ira pas se présenter pour la CTM. Déjà, est-ce que vous y croyez? Parce que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais est-ce que vous pensez qu'il va s'allier à PIA ou au PPM? Est-ce que vous avez quelques secrets, un scoop à nous donner sur ça? Non, je ne suis pas dans les secrets, ni je ne pense pas non plus. Vous êtes tous les deux samaritains en plus. Le président de Cap-Nord me confierait un scoop parce que ses amis me combattent très fortement. D'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison, malgré mon investissement constant et continu pour la défense des dossiers de Sainte-Marie. Mais c'est comme cela, vous savez. Je pense que c'est un politicien qui est très habile. Jusqu'au dernier moment, il dit souvent que son téléphone sonne souvent et que les gens l'appellent, donc il va se faire désirer. Et puis, au dernier moment, je ne dirais pas, comme on dit chez nous, qu'il va vendre à plusieurs candidats plusieurs morceaux du cabri. La tête pour celui-là, les pattes pour l'autre et puis le gigot pour un autre. Non, je pense qu'il a adressé un signal au président Marie-Jeanne pour lui dire « Monsieur le Président, je ne participe pas à la rentrée politique de PIA, cela signifie que je n'irai pas avec PIA. » C'est un signal très net, je pense, qu'il a adressé à Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif. D'accord. Alors, Martinique Transport, on commence à avoir des bus Martinique Transport un petit peu partout, mais est-ce que tout est déjà OK pour desservir non pas seulement les grandes villes entre elles, mais aussi faire les quartiers pour voir quelqu'un qui sort de tel quartier puisse prendre le bus pour pouvoir aller dans le chef-lieu ou quelque chose de ce genre? Est-ce que vous avez... Je ne veux pas être méchant, Mano, oui, mais c'est le grand fiasco de la mandature de la majorité Assemblée. Parce que les bus sont restés là pendant 2 ans, les batteries sont même mortes parce qu'elles n'étaient pas utilisées. Il y a eu tout un cinéma pour acheter de nouvelles batteries. Et on peut demander aux habitants de la ville de Schellcher, des quartiers de Fort-de-France, ce qu'ils pensent de ce transport. Mais aussi aux Martiniquais qui habitent dans les communes. Il y a un grand projet de transport à mettre en place et un transport qui combine à la fois transport maritime et transport terrestre. Un transport qui permet aux grandes personnes, aux personnes âgées, de se déplacer, donc en liaison aussi avec les transporteurs privés. Il y a surtout une chose inacceptable, c'est le traitement qui a été réservé à des entrepreneurs de transport que sont les propriétaires de Taxico. Il faut les indemniser avant toute chose.
D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu faire un point, balayer un petit peu ce qui va se passer le 4 et 5 février déjà à la région. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud encore. J'espère qu'il y aura quand même des débats apaisés, mais il y aura sur le plan territorial, il y aura de grosses discussions, mais il y aura aussi un gros débat sur le dossier Corsair, puisque oui, c'est vrai, le dossier revient. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur le dossier Corsair? Parce que j'ai vu qu'on a encore incriminé Yann Monplaisir, enfin, sur le dossier Corsair. Oui, parce que c'est un dossier qui est arrivé en procédure d'urgence. Donc là, on nous a envoyé un nouveau rapport, assez curieux d'ailleurs. Les élus devront se prononcer sur une participation de 3 millions d'euros à Corsair, qui, je le rappelle, est aujourd'hui une compagnie guadeloupéenne dirigée par 2 Guadeloupéens et qui cherche de l'argent pour faire face, dans le contexte que l'on sait, à la baisse du trafic aérien et à la fermeture des frontières. Donc, un dossier où chacun devra se déterminer en son âme et conscience. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui que ce dossier obtienne une majorité des élus martiniquais. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fred Lordino. Et puis, je pense qu'après ces 2 jours de plénière, nous allons nous revoir pour faire un débriefing donc, de ces 2 jours qui risquent d'être très chauds. Merci, Mano. Merci beaucoup. Merci à Manuela et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.